Bonjour à tous. Donc, je suis Michael Casse de la société Nevion. Donc, j'interviens en qualité d'architecte solution. Donc, j'expliquerai dans 2 minutes qu'est-ce que c'est. Mais d'abord, je voulais vous dire que la présentation elle est en anglais, puisqu'on est une boîte internationale, mais je ferai le maximum possible pour vous expliquer les slides et faire en sorte que ce soit vraiment compréhensible. Donc, comme je disais, je suis solution architect, ce qui veut dire en gros aider les clients à transformer leur vision, leur objectif en solution. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est de vous présenter un cas d'étude parmi nos différents clients. Donc, c'est un cas d'étude inspiré d'un client américain qui est un leader de tout ce qui est plateforme de diffusion, de streaming, ce qu'on appelle OTT dans le jargon. Et donc, ils font de la production de séries, de films, et ils diffusent en fait dans 180 pays. Donc, on va s'inspirer de ce cas d'usage et on verra que malgré la taille de ce dispositif, on verra à quel point il peut être adapté en fonction de la taille des pays ou des différentes entreprises de production. Mais avant de parler de ce cas d'étude, je ne sais pas si dans la salle, s'il y a du monde qui connaît la terminologie TVIP Session. Est-ce que ça vous dit quelque chose en fait? Non, ça ne vous dit rien. En gros, c'est une techno qui a été faite par une entreprise qu'on a rachetée chez Nevion, qui date de quelques années. Et à l'époque, pour faire de l'étalonnage, on pouvait faire de la compression temps réel et envoyer la sortie de la session d'étalonnage à l'étranger, streamer ça à New York. Par exemple, le directeur il est à New York et la production à Paris. On pouvait en fait utiliser cette technologie-là pour pouvoir faire de la collaboration à distance et voir le rendu de ce qui sort de l'ordinateur. Donc voilà, donc c'était juste pour introduire cette notion de TVIPception qui va me permettre de vous parler en fait des challenges de la collaboration, puisqu'on voit que depuis la pandémie a un petit peu boosté la problématique. On voit qu'il y a un challenge au niveau de la collaboration. Donc nous, on a introduit le concept des 3 P, donc les Place, Processing, People. Donc Place, simplement pour signer le fait qu'aujourd'hui, on retrouve certaines entreprises ont plusieurs bâtiments, soit ils ont plusieurs studios, ils travaillent de chez eux, ils ont des infrastructures dans le cloud, etc. Donc il y a plusieurs en fait bâtiments, ce qu'on appelle les facilities, et processing, parce que dans tous ces différents bâtiments, on a des processing, soit de la correction colorimétrique, de l'étalonnage, de l'editing, du montage. Et comme je le disais, depuis la pandémie, on voit que la tendance de collaboration a évolué, puisqu'on peut travailler de chez soi, on peut travailler à distance. Et donc, en prenant en compte ces 3 éléments, les différentes localisations, l'hébergement des processing qui sont un peu décentralisés, et la collaboration à distance, ça ramène des challenges qu'il faut prendre en compte pour designer en fait une solution technologique. Donc, pourquoi Nevion? Comment on intervient dans cette problématique de collaboration? Donc, Nevion, c'est une entreprise norvégienne qui a plus de 30 ans d'expérience. On fait depuis 25 ans, on est spécialisé dans tout ce qui est transport des médias. Comment je transporte la vidéo en temps réel d'un point A vers un point B. Et donc, on a on a investi pas mal de temps sur tout ce qui est transformation des workflows, évolution des workflows médias, livraison de projets IP. Et donc, du fait de cette expertise dans le domaine IP, on a été racheté par Sony il y a quelques années, je pense quasiment 5 ans. Donc, on fait partie intégrale du groupe Sony. Voilà, donc c'était pour l'historique. Mais avant de vous parler vraiment de workflow décentralisé en IP, qui est le thème de la présentation d'aujourd'hui, je voulais quand même vous expliquer qui est familier avec la terminologie IP, vidéo sur IP. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Ouais, bon, ça vaut comme le coup de faire un petit update. Donc aujourd'hui, la technologie sur IP, comme vous le savez, aujourd'hui on utilise beaucoup de SDI. Donc le SDI, c'est en gros un câble vidéo qui est limité par la distance. Donc ça marche très bien, c'est plug and play, mais il est limité en termes de fonctionnalité. Donc l'IP, en gros, ça consiste en fait, je prends un cas d'exemple d'une station de color grading, d'étalonnage. Donc j'ai une carte réseau qui va sortir directement un flux vidéo, audio et des métadonnées. Et tout ça va aller sur le réseau qu'on appelle le LAN, donc le réseau local à l'échelle de ce bâtiment-là. Et le WAN, c'est ce qu'on appelle le Wide Area Network. En gros, c'est un réseau qui est à l'échelle d'une métropole. Donc c'est pas en fait limité que ce bâtiment-là. Ça permet de faire des échanges à l'échelle d'une ville ou du monde en fait. Et donc aussi, ce qui veut dire qu'on peut streamer ces vidéos et audio sur des très longues distances, jusqu'à plus de 40 km de distance, contrairement à un câble SDI qui est limité à 300 mètres maximum. Et tout ça, ça suit les standards ouverts de la SMPTE, qui est un organisme en fait de télévision en fait, qui va standardiser tout ce qui est standard de recommandation et standard pour la télévision et les bonnes pratiques.
Et donc, comme vous voyez en bas, en fait, comment ça se passe, on utilise en fait des SFP, donc ce sont des petits modules qui viennent de l'informatique. On n'a rien inventé, on a simplement utilisé des modules qui viennent de l'informatique, contrairement au SDI, qui est un câble qui était fait uniquement pour la télévision, pour la vidéo. Donc, on utilise vraiment des choses standards. Donc là, on voit un exemple, une télévision, en l'occurrence Sony, qui est compatible directement IP. Donc, je peux lui envoyer un fichier, un flux IP directement ou du SDI, ou les deux. Et pour finir, et pour faire tout ça, vu qu'on parle de réseau, de flux qui sont sur le réseau, il faut un outil d'orchestration qui va pouvoir aider l'opérateur à dire, voilà, je veux que le flux, cette source-là, aille vers telle destination. Donc là, c'est un logiciel qui est au-dessus, qui utilise des protocoles standards pour pouvoir faire le routage des flux. Voilà, donc c'était la petite introduction sur l'IP, pourquoi on parle d'IP aujourd'hui. Parce que le client, pour donner le contexte de ce client qui fait de la production, là, on voit en fait un schéma classique qui a émergé avec l'arrivée du cinéma numérique dans les années 2000 à peu près. Donc, à cette époque-là, on avait une salle de QC, donc qu'on appelle de contrôle qualité, où en fait tous les opérateurs ou les créatifs pouvaient en fait valider le contenu sur différents types d'écrans, donc des écrans haut de gamme, des écrans plus grand public, pour voir un peu le rendu de ce contenu avant de le mettre en ligne sur Internet. Et on avait une salle technique qui est à côté dans laquelle on mettait tous les équipements parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait de bruit ou de perturbations. Donc on mettait tous les équipements dans une salle distante. Donc ça, c'est une type d'architecture qu'on a vu arriver, comme je disais, avec l'arrivée du numérique dans les années 2000, en fait, dans le cinéma. Sauf qu'entre les deux salles, on est limité par la distance du câble SDI. Donc c'est un câble SDI égale un signal vidéo. Et en général, si on est en UHD, on peut aller jusqu'à 30 mètres. Si on est en HD ou en 2K, jusqu'à 300 mètres à peu près. Ce qui fait qu'on est limité à ce bâtiment-là. Donc si vous avez plusieurs étages, ça peut être compliqué. Donc le client, en fait, il voulait en fait changer ce paradigme, en fait, puisque entre-temps, ils ont racheté plusieurs bâtiments. Donc vous voyez, building 1, 2, 3, avec des topologies différentes, des espaces de stockage différents, des alimentations et des systèmes de refroidissement différents. Et malgré le fait que ces bâtiments sont reliés entre eux, sont connectés par le réseau, il se trouve qu'ils devaient souvent dupliquer des contenus, parce que ce sont des gros fichiers, lorsqu'on parle de flux non compressés pour le cinéma, de très gros fichiers, ce qui fait qu'ils devaient dupliquer ces fichiers-là et voire même organiser des transports physiques avec des camions ou autres pour transporter ces fichiers. Donc c'est pas très moderne, c'est un peu contraignant, donc ils sont venus vers nous pour essayer de trouver une solution à ça, pour avoir une approche plus moderne. Donc en fait, le scope de ce qu'ils demandaient, c'est de pouvoir de décentraliser tous les équipements. Donc là, on a les trois salles avec les opérateurs à gauche. Et à droite, ils ont ramené tous les équipements dans une seule salle technique qu'on appelle un data center. Donc c'est un centre de données. C'est un espace dédié qui est sécurisé en termes d'alimentation électrique, en termes de réseau, en termes d'accès, où on va pouvoir mettre en fait tous ces équipements. Et de cette façon-là, les opérateurs qui sont à distance pourront avoir accès via Internet, via leur réseau privé, accès à leur clavier de souris, comme s'ils étaient en fait dans la même salle que l'équipement. Et de surcroît, pouvoir faire une relecture du fichier vidéo qui est à distance, l'équipement distant, et de pouvoir le lire comme si l'équipement était localisé dans la même salle. Donc voilà, c'est ça le besoin, et on voit la distance jusqu'à 30 km, donc là on parle plus de 300 mètres, on parle vraiment de décentraliser tout ça dans une zone plus lointaine. Pourquoi? Parce qu'on sait que, si je prends le cas en Angleterre, Soho, c'est l'endroit où tout se passe au niveau de post-production. Les loyers coûtent cher, comme Paris. Donc forcément, si vous voulez décentraliser des choses et faire des économies, vous allez mettre vos data centers en banlieue, en fait, pour pouvoir payer moins cher. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Les bénéfices attendus par cette restructuration, forcément des cost savings, donc des économies en fait, faites sur la partie real estate, ça se dit en français, ça se dit bâtiment en fait, les bâtiments, le foncier, l'alimentation électrique, puisqu'on on va optimiser l'alimentation électrique, le refroidissement sera aussi amélioré puisqu'on a une salle centralisée, beaucoup plus de flexibilité puisque tous les opérateurs ont accès à différents serveurs à distance. Et on va maximiser aussi les choses, puisque on aura plus d'espace de libre dans les salles de post-production pour les opérateurs, pour les créatifs. Et voilà. Donc nous, les exigences qui ont été fournies par le client, c'est de dire qu'il devait gérer 130 salles d'editing, donc de montage ou d'étalonnage. Et la contrainte qu'on avait, c'était le format 2K DCI, 24p, 4:2.
en 21.10, qui est le standard qui est de streaming, de diffusion en IP. Donc là, on s'est limité à 2K, c'est le besoin du client, mais on peut aller jusqu'à 4K et voire même 8K, parce que récemment, aux États-Unis, on a fait une démonstration de transport de flux 8K de New York jusqu'à Las Vegas. Donc en fait, on peut aller, nous ne sommes pas limités par le format, mais plutôt c'est la bande passante, c'est le réseau qui va limiter en fait les capacités. Et la latence, pourquoi 27 millisecondes? Puisque comme vous le savez sans doute, dès lors on a une latence, un délai de plus de 30 millisecondes entre deux flux, le cerveau va commencer à se poser des questions. Il va se dire, tiens, il y a un truc qui est pas temps réel. Si je bouge ma souris, que je vois que ça bouge 30 millisecondes après, on sent que quelque chose de pas net. Donc pour pouvoir ne pas lier à ce problème-là, ne pas avoir ce problème de latence, ils ont donné l'exigence de 27 millisecondes. Donc c'était une donnée contrainte de pouvoir streamer en 27 millisecondes sans qu'il y ait de perception de délai. Bon, je vous passe le reste du détail d'autres requirements. On parle de packet loss, ça veut dire en gros parce qu'on passe par l'IP. Les réseaux IP, on verra, ce sont des petits paquets, des petits bouts de fichiers qu'on envoie sur le réseau. Le réseau peut être instable parfois, donc nous, on doit fournir des solutions pour contourner le fait que le réseau n'est pas parfait et faire en sorte que ce soit imperceptible par le client. D'autres choses telles que du réseau, des fonctions de réseau plus avancées, donc je vous passe le détail. Mais voilà, donc c'était un peu le scope de ce qui était demandé par le client. Une fois qu'on a eu les exigences du client, on a délivré cette solution que vous voyez à l'écran, qui consiste en fait à avoir un data center qui est hébergé en banlieue, où ça coûte moins cher en fait. Et donc là, on retrouve tous les équipements audiovisuels en fait, qui vont streamer en 21.10, qui est le standard de diffusion en IP. Et donc les deux modules verts que vous voyez sur l'écran, ce sont nos équipements de Nevion qui vont assurer tout ce qui est sécurisation des flux entre les différents réseaux. Donc c'est une sorte d'isolation, qui vont assurer le transport aussi en 21.10. Et donc voilà, donc c'est un peu ce qu'on a proposé, donc, sachant que les deux bâtiments sont à peu près 30 km d'écart. Comme je le disais, voilà, donc la solution en vert, c'est la solution Virtuoso de Nevion, qui est une plateforme hardware unique sous laquelle on va charger des licences, des logiciels qui vont définir les caractéristiques de l'équipement. Donc en l'occurrence, pour ce projet-là, on a fait de la contribution IP. Donc l'objectif était de faire du 21.10, donc du transport de flux non compressés en temps réel, de la sécurité entre les différents réseaux, et notamment pas mal de fonctionnalités réseau nécessaires pour pouvoir assurer le transport efficace des flux IP. Donc, il faut savoir qu'on a d'autres applications. Donc, selon la licence que vous avez chargée sur l'équipement, on va pouvoir faire de la remote production. Par exemple, vous avez un car vidéo qui est au Stade de France et vous avez vos bâtiments ici, vous voulez faire un lien, une connexion entre les deux bâtiments. Donc, on va pouvoir utiliser cet équipement-là, faire de la remote production. Des événements live, des concerts de musique, par exemple, et aussi tout ce qui est transport de signaux vers le cloud, puisque c'est une nouvelle tendance maintenant de pouvoir en fait produire depuis le cloud aussi, et notamment avec la 5G. C'est un équipement qui est versatile et qui est multifonction, qui peut être redéfini uniquement par des licences. Alors je disais aussi que le transport des fichiers vidéo sont faits en temps réel et en non compressé. Donc par exemple, pour un signal DCI 4K, il faudrait à peu près 12 gigabits par seconde en non compressé. Et donc tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un réseau adapté à ce type de besoin. Très souvent, selon les pays, selon les villes, les clients n'ont pas forcément accès à un réseau très haut débit. Ils n'ont pas forcément les moyens de payer un réseau 100 gigas, par exemple, comme c'était le cas pour ce client. Donc l'alternative réside dans la compression du signal vidéo. En fait, on va réduire la taille du fichier vidéo tout en prenant en compte trois paramètres essentiels. La latence, comme je le disais, donc être en dessous de 27 millisecondes, et le taux de compression et la qualité. On ne souhaite pas de perte de qualité. Donc là, il y a deux technologies de compression qui se distinguent. Le JPEG XS que vous voyez en rose, qui est une technologie très faible latence, donc qui en moyenne 5 millisecondes de latence, avec une qualité assez intéressante. Il y a une autre aussi technologie qui est arrivée, celle de Sony, donc l'HEVC ULL, qui veut dire Ultra Low Latency. Là, on est à des taux de latence, vous voyez en vert foncé, de 60 millisecondes. C'est un peu plus que la norme, plus que ce qui est attendu. Toutefois, si vous regardez à droite, la comparaison en fait des différents formats, enfin des différents modes de compression. Donc là, JPEG-XS c'est 2 gigabits par seconde, et avec le HEVC, on serait à 100 mégabits par seconde. Donc effectivement, les trois, si vous les comparez les trois côte à côte, en général, les clients n'arrivent pas à faire la distinction au niveau de la qualité.
Donc je leur demande souvent d'essayer de se focaliser sur l'impression de délai ou de latence entre les différentes vidéos. Et là, ils se rendent compte effectivement que JPEG XS est plus rapide, il y a moins de latence. Alors, contrairement à HEVC, il y a un petit peu plus de latence. On garantit deux images de latence. Ça reste quand même suffisant par rapport à le débit qui est proposé, 100 mégabits par seconde, sans aucune perte de qualité. Ça reste comme une très bonne alternative pour ceux qui ne peuvent pas en fait, envisager une solution non compressée. Et donc pour cela, pour mettre ça en place, donc deux équipements, le Virtuoso, donc je vous mentionnais, avec une licence JPEG XS ou HEVC, on peut atteindre cet objectif-là, ou l'équipement Sony ME80 que nous proposons aussi, qui permet de faire cette faible latence en HEVC. Pour finir, en gros, je parlais en préambule, je parlais de l'acquisition de Nevion par Sony. Donc là, les deux combinés, on propose une solution globale qui s'appelle Network Live. En français, on dirait en gros que c'est du réseau live ou en direct. Pourquoi? Parce qu'en gros, les modules acquisition qui représentent en fait tout ce qui est caméra, ils sont disponibles maintenant en IP natif, en 21.10. Et à l'autre bout, tout ce qui est écran qui était nativement à la base en SDI, maintenant on peut streamer directement en IP 21.10 sur l'écran haut de gamme. Donc, de l'IP de bout en bout, de A à Z, et entre les deux, il faut des solutions pour faire tout ce qui est transport du média, non compressé ou compressé, comme je l'ai mentionné, avec le Virtuoso, et la partie orchestration, puisque vous voyez, on peut travailler à la fois dans le cloud ou sur terre, on appelle on-premises, et donc il faut une solution moderne pour pouvoir router tout ça, sans que l'opérateur ou le créatif ait à se poser de questions, qu'est-ce que c'est qu'un signal IP? Voilà, donc voilà, ça résume un peu notre vision des choses, le Network Live, donc un écosystème de solutions, de produits, de savoir-faire et d'expertise dans le transport des médias. Donc voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je vous invite en fait à suivre l'évolution de toutes ces technologies. Donc vous avez des QR codes, vous pouvez aussi avoir un aperçu de tout ce qui est de la FAQ de ST2110, de la SMPTE. Et aussi, je vous invite à relire les replays sur YouTube de la CST, puisqu'on a eu une journée Satis qui parle aussi du 2110 si vous voulez approfondir un peu plus ces sujets. Merci beaucoup.